Ah oui, on va terminer en beauté cette édition 2021 de Ça marque, le rendez-vous de l'Union des marques avec le vice-président de l'Union des marques, Jean-Baptiste Santoul. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Jean-Baptiste Santoul qui est aussi le président, directeur général de Ferrero France. Alors Ferrero, Nutella, Kinder Bueno, on parle beaucoup de la proximité depuis cette fin d'après-midi. Comment s'incarne pour vous cette notion de proximité? Jean-Baptiste. Alors, Ferrero, vous l'avez dit, c'est du chocolat. C'est le confiseur chocolatier préféré des Français. Ça fait 60 ans que nous sommes présents en France. Ça fait 60 ans qu'on bâtit une relation de confiance et de proximité avec nos consommateurs. Parce qu'on va le rappeler, 60 ans en France, mais il y a une histoire italienne au départ, une histoire piémontaise, bien entendu. Absolument, ouais. C'est une entreprise familiale qui est née juste après la guerre dans le Piémont, dans la petite ville d'Alba. Et là aussi, la proximité était au cœur de l'histoire, puisque Pietro Ferrero, le fondateur de l'ancêtre de ce qu'est aujourd'hui le Nutella, était un pâtissier dans sa toute petite ville. Et après la guerre, on manquait de chocolat. Et donc, il fallait trouver autre chose. Et puis, il avait plein de noisettes à proximité. Les noisettes du Piémont, qui sont aujourd'hui fameuses pour leur qualité, à l'époque n'étaient pas encore très connues. Et c'est lui qui les a mises à l'honneur en créant une première pâte à tartiner. D'abord, ça s'est appelé du gianduja, qui ressemble un peu à une spécialité locale que vous connaissez aussi. C'est toujours bon, ça. Et puis, c'est devenu une pâte à tartiner. Et progressivement, en 64, c'est devenu le Nutella. Ou la Nutella, d'ailleurs, puisque les Italiens parlent de la Nutella. Alors, Jean-Baptiste Santoul, il y a derrière une histoire familiale, une histoire de proximité, quelque part, avec, en effet, ces bons produits du Piémont et qui sont arrivés ensuite chez nous, en France, depuis 60 ans. Quelles sont les valeurs, peut-être les valeurs humaines que véhiculent vos marques, à vos yeux? Alors, on l'a dit, société familiale qui a une histoire très, très progressive, née dans une toute petite ville, installée depuis 60 ans en France, où on produit d'ailleurs le Nutella en France depuis des années maintenant en Normandie. Disons-le, donc au cœur de nos régions. Oui, et ça, c'est vraiment important. Et cette culture familiale, on la voit dans la façon dont on va dialoguer avec nos consommateurs. En fait, ce dialogue, on l'établit petit à petit avec beaucoup d'émotions. Et vous le verrez, vous l'avez vu dans toutes nos communications, et on communique beaucoup, il y a de l'émotion. Il y a un lien concret. Et ce lien, il est basé sur des produits de notre quotidien, des produits dont on est tous proches. On a tous une histoire personnelle avec nos marques et nos produits. Et ça, c'est le démarrage de cette relation. Alors bien sûr, tout ça, ça évolue avec le temps. Le consommateur devient aussi de plus en plus exigeant. Donc, un produit avec lequel il y a une émotion, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi la rationalité des choses. Et là, c'est la transparence. Oui, c'est ça. Il y a la rationalité, et puis vous avez failli faire un petit lapsus. J'allais dire, même, il y a peut-être la narration aussi. Qu'est-ce qu'on raconte autour d'un produit? Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire locale? Vous nous dites le Nutella, c'est fait en Normandie, mais quelque part, ça, on ne le sait pas. Comment est-ce qu'on le communique davantage? Comment est-ce qu'on le raconte? Surtout aujourd'hui, en 2021. Et tout à l'heure, c'était Anne-Marie Gauthier d'Intermarché qui nous disait, voilà, il faut qu'on prenne des produits locaux dans nos rayons, dans un rayon de 70 km. Absolument, Fabrice. Et on a longtemps été une entreprise un petit peu, où on se cachait un petit peu, parce que finalement, il y avait aussi de la pudeur, une entreprise familiale. On fait les choses bien. Ça a toujours été dans la culture. On fait les choses bien. Il n'y a pas besoin de le dire, ça se voit ou ça se goûte. Et puis, progressivement, on doit de plus en plus être transparent, expliquer ce qu'on fait, dire que le Nutella, oui, il est fabriqué en France, en Normandie, que c'est la plus grande usine du monde. On commence à le faire avec des campagnes comme Nutella aime la Normandie, par exemple. Avec des produits venus de Normandie aussi? C'est pas tout d'assemblée en Normandie? Le sucre vient de Picardie et de Normandie. Voilà, le lait vient majoritairement de Normandie. Les noisettes, ça ne pousse pas en Normandie. Non, pas trop, non. L'huile de palme durable, elle ne pousse pas non plus en Normandie, et c'est un produit important. On y reviendra, oui, bien sûr. Donc, quand on peut avoir des produits qui viennent de Normandie, oui, mais voilà, ce qui est important, c'est qu'on ait cette production qui soit au cœur de nos régions. Est-ce que vous n'auriez pas eu intérêt, peut-être, de raconter ça davantage? Vous vous souvenez, à une époque, McDonald's qui était tensé. Oui. Du temps de José Bové qui trouvait des bons d'aller casser des magasins McDonald's, enfin peu importe. C'était il y a 25 ans. Et on a découvert, on a vu comment McDonald's était devenu un des plus grands exposants du salon de l'agriculture chaque année, enfin quand ça existait, bien entendu. Voilà, que finalement,
c'était des produits français. Et quelque part, c'est une marque française. C'est un peu ce que vous voulez montrer aussi. Oui, alors on ne cherche pas forcément à être une marque française, on veut être une marque en qui les consommateurs ont confiance. Et cette notion de confiance, elle est essentielle. Alors oui, bien sûr, si c'est fabriqué pas loin, c'est important. Ce n'est pas un produit qui vient de l'autre bout du monde. Hein. De toute façon, ça ne voyage pas aussi loin, tout ça. On reste dans l'agroalimentaire, donc c'est des produits qui sont proches. Mais surtout, ce qui pour nous est important, c'est d'expliquer à quel point on a un attachement important à la qualité des matières premières, à la sélection des matières premières. On parle du cacao, qui est un ingrédient important. Le cacao, c'est un cacao qui est 100% durable. Ferrero, ce n'est pas une entreprise qui va acheter des billes de cacao et puis les utiliser. On achète nos fèves de cacao à des producteurs, principalement en Côte d'Ivoire et au Ghana. On les aide à se développer aussi. Et puis, ce cacao, on va le torréfier, on va le transformer pour l'intégrer dans nos produits et avoir toujours un goût d'une extrême qualité et constant. C'est pareil pour les noisettes, c'est pareil pour l'huile de palme durable. Alors c'est vrai, vous avez raison, parce que c'est vrai que Nutella fut un moment dans l'œil du cyclone. Voilà, qu'est-ce qu'on disait sur Nutella ? C'est un produit qui, vecteur d'obésité, bon, très bien. C'est un produit qui provoque la déforestation en Asie du Sud-Est, parce que l'huile de palme, etc., et puis les orang-outans qui sont morts, etc. Comment vous avez répondu et quel dialogue vous avez engagé justement avec ces consommateurs, et ce n'étaient pas les consommateurs de 2021, c'était les consommateurs d'il y a 5-6 ans, hein, justement, qui n'étaient peut-être pas forcément aussi, j'allais dire, virulents qu'aujourd'hui, en tout cas aussi informés. Quel échange vous avez, quelle conversation vous avez pu avoir avec eux ? Alors on a un échange constant, depuis déjà des années, parce que vous le dites, effectivement, c'est pas nouveau hein, comme idée fausse, parce qu'il y a vraiment une idée fausse. J'entends, c'est pour ça, je n'ai pas repris à mon compte. Hein, voilà. Depuis 2014, 100% de l'huile de palme utilisée par Ferrero est une huile de palme durable, garantie sans déforestation. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est les organismes de certification. C'est le WWF qui, en 2020, nous a classés comme étant le numéro 1 mondial sur la lutte contre la déforestation, 21,5 sur 22 comme note globale. On était la première entreprise. Donc, on a pas mal de choses. On est capable de dire d'où vient notre huile de palme depuis la plantation jusqu'au moulin. On communique l'adresse des moulins régulièrement aux ONG, telles que WWF ou Greenpeace. On va jusqu'à surveiller les plantations également par satellite. Avec satellite. Absolument, avec Airbus, pour vérifier qu'il n'y ait pas de déforestation. Donc on va très très loin. Et notre combat, il est pour une huile de palme durable. Et là, on a des campagnes de sensibilisation, on communique énormément. Bon, après, on est souvent en vent contraire, parce que il faut être audible, ça prend du temps, mais on voit aussi que progressivement, nos consommateurs ont compris, et ils ont compris que notre combat, c'est pour l'huile de palme durable, qui par ailleurs est un ingrédient exceptionnel pour l'agroalimentaire. On est dans un contexte particulier, et c'est vrai qu'on en parle depuis ce matin. On avait ouvert donc cette grande édition de sa marque 2021 avec le président de l'Union des marques, nouveau président, Hervé Navellou, à la tête de L'Oréal. Et c'est vrai qu'il y a un contexte particulier, bien entendu, voilà, avec des consommateurs peut-être plus aguerris, des consommateurs qui ont beaucoup plus d'exigences, qui quelque part cherchent peut-être à inverser le rapport avec les marques. Comment vous avez adapté votre communication à ce contexte actuel ? Jean-Baptiste Santoul à la tête de Ferrero. Alors, la communication pendant le Covid, c'est toujours la même. On parle vraiment avec le cœur à nos consommateurs. Il y a de l'émotion. Alors bien sûr, on va éviter des choses qui ne sont pas du tout appropriées à la situation. Mais là où on a beaucoup évolué, c'est sur le lien direct via le digital, via les réseaux sociaux. Et là, on a multiplié les échanges. Il faut savoir qu'on parlait de Nutella, c'est une marque qui a plus de 3 millions de fans sur Facebook. C'est une marque qui, pendant le premier confinement, a généré plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Et tout ça, c'est parce qu'il y a un contact permanent, au jour le jour. Sur Nutella, on s'est mis à communiquer avec des recettes, puisque pendant le confinement, les gens se sont retrouvés chez eux avec du temps, donc un peu plus de temps pour le petit déjeuner et le goûter, très bien, mais surtout, ils avaient aussi une forte appétence pour la cuisine et donc pour la pâtisserie. Et Nutella est un ingrédient formidable pour la pâtisserie. Donc,
On a pris un chef qui est notre ambassadeur, le chef Grégory Cohen, et il a créé plein de recettes. Et à l'issue de ça, et sur Instagram, tous les jours, il était là, et il montrait comment on faisait ses recettes, etc. À l'issue de ça, on a même sorti un livre de recettes, 60 recettes de la pâtisserie française revisitée avec du Nutella, par Grégory Cohen, un peu avant Noël. Donc vous voyez, on a aussi finalement répondu à une attente qui est comment je vis cette période difficile. Et puis quand on était enfermé, c'était il y a un an, c'était le confinement un petit peu dur, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait la télé peut-être, avec, on était tout à l'heure avec Nathalie Dinis-Clémenceau de France Télévisions, et puis on grignotait. Vous avez créé aussi une nouvelle gamme autour du grignotage, des gâteaux, du Nutella. Alors les biscuits, c'est quelque chose qu'on avait démarré, oui, mais enfin, en tout cas, avant. Vous l'avez vu sur les ventes. Mais on continue, bien sûr, et les biscuits, c'est important. Mais par contre, attention, on est aussi très, très engagé sur une consommation responsable. Et là-dessus, on communique énormément aussi directement aux consommateurs. Alors, qu'est-ce que vous leur dites, justement, vis-à-vis de cette cible? Que sont les enfants? Je pense aux enfants, parce que c'est vrai que c'est une grosse préoccupation de ne pas qu'ils tombent dans l'obésité, etc. Voilà, quand on communique, quand on est présent sur des écrans, comment Nutella prend cette mesure, justement? Alors déjà, pour commencer, si on parle de communication, toutes nos marques ont pris un engagement très clair depuis déjà des années. On est d'ailleurs signataire de la charte FAIR de l'Union des marques. De l'Union des marques, formidable. On ne communique pas sur des programmes où il y a une majorité d'enfants de moins de 12 ans. Et là, vous ne nous trouverez pas sur ces programmes-là, ni sur des chaînes enfants. C'est pas parce qu'on n'aime pas ces programmes ou ces chaînes, bien au contraire, mais on considère que c'est aux parents de décider de l'alimentation de leurs enfants. Et vous verrez, toutes nos communications s'adressent aux parents. On ne va jamais s'adresser directement aux enfants. Et ça, c'est vraiment un fondamental. Après, il y a également beaucoup de choses sur le sport. C'est un véritable engagement. Et là, c'est un dialogue permanent. Il faut savoir que, alors avec le Covid, ça s'est un petit peu ralenti malheureusement, mais chaque année, avec notre marque Kinder, on fait faire du sport à plus de 450 000 enfants en France. Parce que au travers de quoi, alors, justement? Des partenariats avec les fédérations, oui, fédération de hand, fédération de basket, fédération d'athlétisme, et on organise des journées de découverte du sport. Avec des licences, avec du matériel, etc. Tous les clubs locaux. Et on va vraiment à la rencontre des consommateurs. Parce qu'on est aussi, on assume le plaisir alimentaire. On considère que c'est très important de se faire plaisir. On considère que la gourmandise, c'est quelque chose de très positif. En tout cas, moi, je suis très engagé là-dessus. Vous êtes très gourmand aussi, voilà. Je suis gourmand, oui, absolument. Et la gourmandise, ça fait partie de la vie. Une vie sans plaisir, c'est pas possible. Donc, par contre, il faut bien sûr le faire avec raison. Bien sûr. Alors, une vie sans plaisir, on a passé une formidable journée ici, depuis ce matin, donc avec sa marque 2021, l'Union des marques. Vous êtes le vice-président de l'Union des marques, Jean-Baptiste Santoul. Quel bilan vous faites de cette journée, à l'aune aussi des nombreux projets que nous décrivait tout à l'heure Jean-Luc Chétry, votre directeur général? Alors, une journée fantastique, surtout en ce moment. Moi, ça me fait plaisir de vous avoir retrouvé. Ça me fait plaisir d'avoir vu et écouté tous ces invités. C'est un vrai bonheur. Et puis, c'est un bonheur parce que les sujets étaient passionnants. On a parlé de confiance, on a parlé de transparence, on a parlé de proximité. Par les temps qui courent, la proximité. De valeurs aussi, beaucoup. Voilà. Et tout ça, c'est le socle des valeurs qui unissent les marques. Et on l'a vu, quel que soit le domaine. On a vu avec Hervé, on a parlé de cosmétiques, on a vu la Redoute tout à l'heure. De distribution avec Intermarché, avec Jennifer. Quel que soit le secteur, la confiance, c'est la clé de la relation avec nos consommateurs, peut-être encore plus qu'avant le Covid. Et tout ça s'inscrit évidemment dans de très grosses ambitions de l'Union des marques, justement, pour accélérer, depuis votre création, il y a 2 ans, il y a eu cette parenthèse un petit peu compliquée, le Covid, mais ça y est, c'est reparti de plus belle. L'Union des marques, c'est une communauté qui unit un grand nombre de marques, que ce soit dans les services, dans les produits industriels, et avec cette idée forte qu'on est toujours au service du consommateur. Bien, restez avec nous, c'est terminé. Céline Bouvier qui nous a accompagnés depuis ce matin, donc 10h30, donc au travers de tous ces échanges, ces tables rondes, ces grandes interviews que vous avez pu mener, notamment avec Raja Namar, qui est le président de l'Union mondiale des annonceurs. Qu'a retenu l'expert du marketing que vous êtes de cette belle journée? Céline?
Alors, j'ai passé une excellente journée. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est faire référence aux travaux du think tank de l'Union des marques, donc le think tank des directions marketing. Dans une session récente, on s'interrogeait sur l'utilité de la fonction marketing. Alors derrière la fonction, c'est les ressources, c'est les hommes, c'est les femmes, et c'est les compétences, et de se dire est-ce qu'elle est plus ou moins utile qu'il y a 5 ans. Il y avait l'unanimité. Les directeurs marketing présents disaient c'est soit beaucoup plus utile, 60%, soit plus utile. Mais ce qui était plus intéressant encore, c'est qu'il disait pour qu'elle puisse complètement révéler son utilité, il faut qu'elle se réinvente complètement. Et je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une fabuleuse illustration. On a vu des marques historiques, on a vu des marques plus jeunes, mais je crois que le point commun de ces succès, c'était systématiquement la remise en cause, c'était la réinvention, c'était l'acceptation du changement et un ancrage très fort sur cette nécessité d'apporter une valeur indiscutable à leur public et de le faire à chaque fois que c'est possible avec un peu plus de conscience du bien commun. Et dans une logique de proximité, donc d'écoute, et ça a été souvent cité, extrêmement importante des publics et j'irais même jusqu'à dire de conversation. Donc je trouve que c'est à la fois extrêmement exigeant, mais c'est surtout très stimulant. Donc j'espère que vous avez tous passé une très très belle journée. On a passé une très bonne journée et puis merci en tout cas pour cette complicité, Céline Bouvier, un plaisir, dans Fabrice. nos échanges. En tout cas, merci Jean-Baptiste. En tout cas, voilà, vous pourrez revoir le replay pour tous les adhérents donc, de l'Union des marques sur le site de l'Union des marques, bien sûr. Et puis merci à tous ceux qui ont organisé avec succès cette formidable journée. Je pense à Didier Beauclerc, je pense à Emmanuel Prache. Voilà, très bonne fin de journée à toutes et à tous. Et vivement avril 2022 parce qu'il y aura la 3e édition de Sa Marque 2022. Merci à toutes et à tous. À bientôt.